Bonjour et bienvenue sur Blockchain Addict pour une nouvelle interview. Aujourd'hui, nous sommes ravis de recevoir Jean-François Faure. Tu es pour nous une figure incontournable du secteur des métaux précieux, pardon. Tu es le fondateur d'Ocoff.com, qui est une plateforme qui milite en quelque sorte depuis maintenant 15 ans, je crois à peu près, Ah oui. pour la démocratisation de l'or physique comme outil de protection patrimoniale. Tu as également une autre filiale qui est plus orientée crypto et blockchain. Nous y reviendrons bien sûr. Mais pour commencer cette interview, je vais te demander de te présenter succinctement et puis de nous expliquer un petit peu la genèse d'Ocoff. Ok, déjà merci pour votre invitation. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Donc voilà, ouais, comme tu le disais, je suis Jean-François Faure, je suis le fondateur d'Ocoff.com. Ça, c'était il y a à peu près une quinzaine d'années. Aujourd'hui, Ocoff.com, en fait, le groupe Ocoff, c'est donc Ocoff.com, la plateforme d'achat-vente de métaux précieux avec conservation en coffre de haute sécurité. C'est aussi Veracash, qui est finalement un système de paiement, un compte adossé à une carte de paiement. Voilà, donc ça rend finalement l'or dynamique, ça le transforme en monnaie du quotidien. Et on est très très fiers d'ailleurs de ce service parce qu'on l'a lancé un petit peu ne sachant pas que c'était impossible. Et c'est pour ça qu'on a réussi à le faire. Mais aujourd'hui, il s'avère que ce serait très très compliqué à refaire si quelqu'un voulait lancer la même chose. Donc ça, c'était Veracash. Et puis le petit dernier, qui a un projet finalement relativement long, mais qui a vraiment abouti que fin 2023, c'est Cryptcool. Et Cryptcool, c'est une manière qu'on veut la plus simple possible pour acheter des cryptos, faire des opérations entre cryptos les plus importantes et tout ça dans un système de conservation froide pour que même si on se faisait pirater ou même s'il y avait un problème avec nos utilisateurs, eh bien les cryptos ne puissent pas partir sans retour possible. Donc pour faire simple d'ailleurs sur Cryptcool, les cryptos sont au port-franc de Genève, donc en garde froide. Et ce que les gens achètent et vendent sur la plateforme, ce sont des jumeaux numériques de ces cryptos. Donc là, c'est un choix par rapport à notre clientèle qui a décidé effectivement de ne pas utiliser les cryptos de manière native, mais c'est une manière pour eux de se sécuriser avec un opérateur qu'ils connaissent bien, qui est donc le groupe Ocoff, qui sécurise tout ça. Avant d'en parler plus, on voit ces trois gros projets, félicitations. Mais qu'est-ce qui, au départ, t'a poussé à créer ces services-là? C'est quoi la motivation, la force? Alors écoute, moi, une chose qu'il faut que les gens sachent, c'est que moi, à la base, je ne viens pas du monde financier et je dirais même dans l'absolu, la finance ne m'intéresse pas comme fait en soi. C'est-à-dire que moi, les outils, les instruments financiers n'ont d'intérêt que s'ils rendent un service et ils accompagnent, voilà, un mode de vie, une liberté assumée, enfin des choses comme ça. Et moi, en 2016-2017, en fait, j'avais, enfin, je l'ai eu d'ailleurs encore pendant des années après, une agence de traduction. Et l'idée, c'était comment elle pouvait devenir robuste en plaçant de la trésor sur des instruments qui seraient résistants à des crises économiques. Moi, j'avais pas de culture là-dessus à l'époque, mais en me renseignant très vite, et c'est pas le GPT qui m'a donné l'info puisqu'il n'existait pas, la conclusion, c'est il faut acheter de l'or. Alors, acheter de l'or en France, c'était compliqué, et pour une entreprise, c'était impossible. Donc, partant du principe que c'était impossible et que je considérais qu'il y avait un vrai marché, parce que je me dis, bah, je pense que le monde va se porter un peu plus mal dans les années qui vont suivre. Ça, c'était mon point de vue. Bon, visiblement, 2 ans après, c'est ce qui s'est passé avec la crise de 2008. Donc, bon, j'ai pu tant bien que mal trouver une formule, mais pour moi, c'était pas idéal. J'ai vu qu'il y avait des belles boîtes anglo-saxonnes qui existaient dans le monde de l'or tel que moi, je l'appréhendais, mais qui ne le vendait pas sous la forme qui était attendue par un Français moyen. Alors moi, je me rends dans la catégorie du Français moyen. Donc, ils ne proposaient pas de pièces, etc. Donc, okay, je dis, voilà, il faut lancer ça. C'est un service où on peut passer des ordres d'achat et de vente, mais de manière digitale, même à 4 heures du matin. Parce que ça, c'est nécessaire. Moi, je viens d'Internet. Ma première boîte dans l'univers du web, je l'ai montée en 95. Donc, j'ai vraiment, moi, une culture web, quoi. Je n'apprenais pas de faire les choses autrement. Je ne voulais absolument pas avoir d'or à la maison.
encore moins dans une banque, puisqu'en cas de crise, c'est des banques dont on doit se protéger. Donc, il fallait que ce soit un tiers qui garde ça, un tiers sécurisé, sécurisant, qui rassure, mais pas de manière bullshit, mais vraiment de manière réelle. Et voilà, donc ça a été un peu mon projet à mettre en place, partant de zéro. Donc là, pareil, c'est un projet où sur le papier, ça semble impossible, mais comme moi, je suis un peu naïf, je me dis, bah, on va y aller, c'est à notre portée. Et c'est ce qui a été lancé. Donc au début, voilà, j'ai lancé comme ça Ocoff, qui ressemblait à une forme de marketplace un peu moche, où on pouvait acheter et vendre des pièces. Dès le départ, conservé déjà dans des coffres en Suisse. Alors, c'était pas les ports francs à l'époque. Et puis voilà, la crise est arrivée, il y a eu une appétence pour l'or. Donc j'étais visiblement le bon projet au bon moment. Et qui Pour toi, ça reste, pour toi, ça reste, on voit que c'est axé beaucoup donc sur l'or, et pour toi, ça reste quand même une valeur refuge. Et quels sont les avantages de l'or, même du coup digital, hein, mais quels sont les avantages au lieu de revenir forcément par garder du fiat ou, et comment tu argumentes en tout cas cette... Aujourd'hui, moi, je classe l'or dans ces actifs qui sont antagonistes des monnaies fiat. Et donc, l'or, il est antagoniste des monnaies fiat depuis 1971. Okay. Je dirais même, si on gratte bien, même depuis 1914, mais si on l'associe au dollar, voilà. Mais on va dire que globalement, depuis 1971, l'or est un antagoniste du dollar et de toutes les monnaies dettes qui existent depuis. Donc ça veut dire qu'il rentre même dans la catégorie du Bitcoin, et pour des raisons un petit peu similaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas une banque ou il n'y a pas un État qui peut dire qu'il a la main mise sur l'or. Aujourd'hui, l'or, la gouvernance de l'or, elle est diffuse sur tous ceux qui en sont détenteurs et utilisateurs. Donc oui, il y a des banques centrales. On va dire que elles détiennent 36 000 tonnes d'or, donc par rapport aux 220 000 tonnes qui sont déjà extraites et à l'air libre, c'est une part non négligeable, mais il n'y en a pas une qui peut avoir le leadership sur tout le monde ou toutes les autres. Donc ça reste diffus. Ouais, c'est un peu comme, tu vois, dans une entreprise où il y a des actions, ben là, il n'y a pas un actionnaire qui est capable, en levant la main, de dire, bon, ben, on va prendre cette décision, c'est la mienne et personne ne peut aller contre. Ben non, là, c'est impossible. Donc ça, c'est déjà très, très bien. Les banques internationales n'arrivent plus à manipuler le cours de l'or depuis 2014 parce que il y a des lois qui sont passées, il y a eu des grosses amendes qui ont été distribuées, et puis le cours de l'or il est tellement élevé qu'aujourd'hui, il n'y en a plus une qui a les moyens de manipuler le cours de l'or. Donc ça, c'est terminé aussi. Donc aujourd'hui, par les natures physiques de l'or, qui est un matériau, enfin une matière qui ne peut pas rouiller, qui ne peut pas disparaître, qui a des qualités physiques un peu comme le Bitcoin a des qualités digitales du fait de sa sécurisation grâce à la blockchain, etc. Donc, sur l'or, c'est quoi? C'est les qualités physiques. C'est un peu comparable. Ensuite, il y a la gouvernance. Voilà, on a compris, voilà, c'est un peu pareil. Il n'y a pas de vraie baleine dans le monde de l'or. Et pour autant, là, autre chose importante, c'est que globalement, tout le monde en veut. Alors, comme tout le monde en veut, ça devient désirable, et comme tout le monde en a acheté, et bien aujourd'hui, c'est cette matière qui est désirable dans cette logique de robustesse contre les effets des crises ou robustesse face au dollar. D'ailleurs, aujourd'hui, l'or est passé comme deuxième réserve de change après le dollar. Le dollar, on va dire que c'est à peu près 45-50%. L'or, c'est passé à 20% du fait de l'augmentation de sa valeur. Et l'euro, c'est 18-19%. Donc, ça veut dire quelque chose. Et quel est le public qui s'intéresse à ce genre de service? Quelle est votre cible? Comment dire? Alors, il y a notre cible et il y a l'or au sens large. Parce que l'or au sens large, aujourd'hui, et ça, c'est aussi un petit peu sa magie qui en fait, je dirais, un actif, mais premium, mais alors sur le coup, devant absolument tout le monde. Quand je dis devant absolument tout le monde, c'est même pour moi devant les T-bonds américains. Tout le monde en veut, y compris les Américains eux-mêmes. Donc les banques centrales, donc voilà, ça c'est les gros acteurs, mais aussi des industriels, parce qu'ils fabriquent des choses avec. L'industrie du bijou, parce qu'en bout de course, il y a des gens qui achètent des bijoux. Les investisseurs particuliers, les investisseurs même entreprises. Aujourd'hui, on commence à avoir des entreprises qui rajoutent de l'or dans leur trésor. Parce que de toute façon, quand en face, on a le service qui permet de ne pas avoir besoin de stocker l'or dans son entrepôt d'usine ou dans un coffre mal sécurisé dans son entreprise. Enfin, globalement, les gens, ils découvrent, moi, ce que j'ai fait
il y a quasiment 20 ans avec ma propre boîte de traduction. Eh bien, aujourd'hui, c'est cet actif qui est facilement négociable et donc qui peut concerner tout le monde. Donc, pour te dire qui est intéressé par l'or, c'est aussi bien le trader de la City que le brigand en Guyane. Et donc, ça veut dire monsieur tout le monde. Et donc, nous, pour en revenir finalement à Ocoff, qui est notre client? Ben, monsieur tout le monde. Alors, ce n'est pas le brigand en Guyane, c'est peut-être pas non plus le trader de la City, parce que lui, aujourd'hui, le trader de la City, c'est même plus un humain, c'est un robot, donc il n'a pas besoin de nous. Et lui, il va d'ailleurs même pas négocier de l'or physique, parce qu'il va négocier une réplication total ou partiel de cet or physique qui va être des ETF, qui va être des certificats quelconques. Donc ça, c'est un robot qui est extrêmement actif sur l'or aujourd'hui. Hein. Les robots, ils ont parfaitement compris qu'il fallait, en fonction des périodes, avoir entre 5 et 20% d'or. Donc ça, ils le font très bien. On le voit d'ailleurs dans les périodes de crash, quand il y a un crack boursier. De suite, l'or, il consolide un petit peu parce qu'à ce moment-là, les robots de trading revendent l'or sur lequel ils venaient de prendre un gain pour équilibrer les pertes qui se prennent sur le reste de leurs actifs. Donc ça, c'est un phénomène qui est assez connu. Donc voilà, non, nous, en fait, sur Ocoff, pour boucler là-dessus, c'est monsieur tout le monde. Souvent, j'ai tendance à dire c'est le médecin de 55 ans. Pourquoi je dis médecin? Pourquoi 55 ans? Parce que, déjà, chez nous, c'est plutôt des hommes. Voilà, donc 70%. Mais c'est un constat, hein, c'est pas du tout une envie, hein, mais c'est un constat. CSP+, des gens qui commencent à avoir un peu des moyens, bien qu'on n'ait pas nécessairement le temps de le gérer. Et l'avantage de l'or, c'est qu'une fois qu'ils savent que c'est conservé par l'intermédiaire, ils ne se posent plus de questions et nous, on se débrouille pour qu'ils puissent en acheter un tout petit peu tous les mois, pour qu'ils puissent niveler les fluctuations de cours, parce que le problème souvent avec le grand public, c'est qu'ils ont tendance à agir de manière émotive. Le fameux FOMO qu'on connaît très bien dans l'univers des cryptos, ce n'est pas les cryptos qui l'ont inventé, ça existait déjà avant. Ça existe sur les actions surtout. Et là, évidemment, là aussi sur l'or, évidemment, il y a des gens, quand ils voient que l'or vient de prendre 10%, ah, mais j'ai loupé quelque chose, il faut que j'en achète. Et puis après, évidemment, ils consolident de 15. Ah, mais c'est une bêtise, il ne fallait pas que j'achète de l'or. Bah, je revends. Bon, en fait, ça, c'est des gens qui perdent tout le temps, quoi. Donc, nous, on a mis en place une manière de flécher, de manière… on n'a pas le droit de donner de conseils. Alors, comme on ne peut pas te donner de conseils, on flèche les bonnes attitudes. La bonne attitude, c'est d'acheter un peu régulièrement, le fameux DCA. Et pour avoir un peu une incentive sur cette manière de faire qui nous semble la manière la plus saine sur l'achat de l'or, on offre les frais de garde aux gens qui font ça. Donc, nous, on est contents, ça nous permet d'avoir un récurrent. Et puis, les gens, ils se retrouvent globalement à profiter de la vraie valeur de l'or. Sauf que la vraie valeur de l'or ramenée à nos monnaies fiat, c'est plutôt une valeur qui prend justement de la valeur. Depuis les 50 dernières années, en moyenne, l'or, il a pris 8% par an. Et c'est quoi le modèle business? Je suppose qu'il y a une commission qui est prise sur comment du coup vous gagnez de l'argent. Et après aussi pour les gens est-ce que par exemple on fait un gain de 8%, mais après faut déduire les impôts, le gain, et au final combien il reste par exemple si on garde, je sais pas, en moyenne, je sais pas, 5 ans ou 3 ans. Est-ce que tu as quelques chiffres en tête? Ouais, des chiffres, je te donnais, moi, les valeurs de taxes, et puis après, chacun se fait ses calculs avec ce qu'il a ou ce qu'il n'a pas. Mais si, d'ailleurs, nous, on a un simulateur sur Ocoff qui permet de simuler combien on aurait gagné si on avait acheté à telle époque, à tel prix. En fait, nous, notre modèle de commission, il est très simple. En fait, nous, déjà, l'objectif, c'est que notre société puisse vivre de ce qu'elle fait. On n'a pas besoin d'être une société qui verse X dividendes à ses actionnaires, puisque moi, aujourd'hui, je suis l'actionnaire de ma boîte, donc moi, je ne mange pas 10 fois par jour. Donc voilà, l'idée, c'est que par contre, on puisse être suffisamment solide pour que l'aventure continue le temps nécessaire. Et continuer l'aventure le temps nécessaire, ça veut dire qu'on doit pouvoir vivre quand les gens n'achètent pas, quand les gens ne vendent pas et que les gens ne font que conserver. Ce qui veut dire qu'on a une petite commission quand les gens achètent. Parce que quand les gens achètent, généralement, ils achètent assez massivement quand ils se réveillent. Donc, on se dit, ça ne sert à rien d'avoir une commission énorme là-dessus. Nous, ça nous permet d'être présents, ils peuvent acheter, ça ne coûte pas cher, c'est cool. Donc là, on prend 0,5%. On prend une commission s'ils revendent. Parce que s'ils revendent, généralement, c'est qu'ils sont plutôt pressés. Ils sont motivés, ils veulent revendre. C'est un peu comme quand on vend un bien immobilier. Et nous, de notre côté, il faut qu'on trouve une contrepartie acheteuse. Et on a même potentiellement un risque à couvrir, qui est le risque d'acheter sans avoir trouvé au même moment la contrepartie acheteuse. Et donc, ce risque, c'est nous qui l'assumons.
Donc, c'est pour ça que la commission de revente, elle n'est pas de 0,5, elle est de 3. Bon, bah, si 3 plus 0,5, on est à Exactement. 3,5. Si Eh on ben, fait plus 8, il reste des gains. Du coup, sur une année, déjà, on s'en sort en gain. ouais, on s'en sort. Et puis, je te dis un truc, surtout les gens, ils ne revendent pas au bout d'une année, quoi. Bien sûr, non, c'était pour déjà se faire une petite idée comme ça. Tu vois, si je peux donner un petit chiffre que mes concurrents s'empresseront de prendre, en tout cas pour les nouveaux. Nous, en moyenne, les gens, sur un produit, ils le gardent en moyenne 4 ans. Je n'ai pas dit que Ok. nos clients restaient en moyenne 4 ans parce qu'il reste beaucoup plus. Mais en moyenne, un produit, ils le gardent 4 ans. Et en moyenne, là, par exemple, j'avais fait un calcul sur l'année 2023, les gens se faisaient à peu près 27%, se sont fait 27% de plus-value. Donc, sur ces 27% de plus-value, puisque là, justement, on parle de chiffres, ils se prennent 36,2 de taxes sur les plus-values. Mais ces 36,2, contrairement à la flat tax, ces 36,2 sont dégressifs dans le temps à partir de la 3e année. Et tous les ans, ces 36,2, on enlève 5%. Ce qui fait qu'au bout de 22 ans, on arrive à 0. Donc, ce qui va être cool, moi, d'ailleurs, c'est je pense à mes clients de la première heure, en 2009, qui ont acheté des produits en 2009 et qui en 2031 revendront ces produits, ben, légalement, ils auront 0 taxe, même s'ils ont fait 3000%. Ouais, Voilà. comparé aussi à l'immobilier, il y a beaucoup moins de soucis ou d'angoisse parfois. Oui, Il bah, n'y a pas d'IFI, il n'y a pas de notaire. La liquidité, elle est immédiate. Quand je dis immédiate, alors je n'ai pas trop d'employer le terme liquidité, mais il faut que les gens comprennent le marché. Le marché de l'or, moi, à tout instant, j'ai quelqu'un qui peut me racheter de l'or. À tout instant. Mais c'est qu'une question de prix. Mais comme Bitcoin, hein, maintenant, il y a beaucoup plus de liquidité. Et si on parle de Bitcoin qui ressemble beaucoup à l'or, hein, quel est ton avis? Et apprécies-tu du coup Bitcoin? C'est quoi ton avis dessus? Je me permets de compléter la question d'Antoine parce que tu as déjà évoqué un petit peu tout ce qui est l'économie de la rareté et justement quels sont les différents parallèles que tu peux faire du coup entre l'or et Bitcoin et du coup peut-être un peu nous parler de Cryptcool qui en effet a du sens dans tout ce que tu nous as exposé. Alors, moi, de base, j'adore le mouvement Bitcoin, dans le sens où ce qui a été initié à la base, quand j'ai lu le white paper, ça m'a beaucoup plu, parce que justement, dedans, j'y ai vu beaucoup de choses qui me plaisaient et qui me rappellent l'intérêt de se positionner sur l'or. Et donc, voilà, le modèle de rareté, enfin, je fais une mini parenthèse par rapport à ça, a été quand même notre système monétaire pendant des centaines d'années. Et je pense ne Oui, serait-ce que le 19e siècle, où on avait un modèle de bimétallisme, or et argent, qui étaient deux actifs avec comment dire, une finitude. C'est-à-dire, je ne vais pas dire que l'argent par métal, par exemple, est rare. Ce n'est pas ce que je veux dire. Mais en tout état de cause, on était sur un bien qui était fini et qu'on ne pouvait pas produire de manière voilà, infinie, comme c'est le cas aujourd'hui de nos monnaies. Et donc là, je me suis dit, mais tiens, par exemple, au 19e siècle, ça n'a pas empêché une révolution industrielle, ça n'a pas empêché de découvrir des grands vaccins, ça n'a pas empêché tout, ça n'a rien empêché, ça n'a même pas empêché les gens de se battre. Par contre, ça a empêché que, notamment, je fais encore une parenthèse dans la parenthèse, que les guerres ne durent pas trop longtemps. La guerre de 70, à un moment donné, quand on n'avait plus d'argent, ben on arrête. A contrario, 14-18, l'étalon or était fini en 14, on rentrait dans un modèle d'endettement. Eh ben, une guerre qui aurait pu durer 2 ans de 14 à 16, eh ben, elle a duré jusqu'à 18 parce qu'on a emprunté des fonds aux Américains. Et là, c'est là que les choses ont commencé à dériver. Et donc, moi, sur le Bitcoin, moi, je vois ce côté positif que j'aime beaucoup et je l'ai lu dans le white paper. Ce qui m'a un peu moins plu après, dans les années qui ont suivi cette découverte du Bitcoin, et c'est pour ça que par moments, j'étais plutôt critique, c'est que finalement, on était sur un modèle où les gens, la seule chose qui les intéressait, c'est j'achète à 10 pour revendre à 100. Et en fait, moi, ton problème de j'achète à 10 pour vendre à 100, je m'en fous. Moi, dans l'univers de l'or, je suis plus à voir quelle est la valeur du reste par rapport à l'or, plutôt que l'inverse. Donc, les gens qui me font croire qu'ils sont pro-Bitcoin, pro-gold, etc., mais la seule chose qu'ils font au quotidien, c'est de regarder d'abord le cours du Bitcoin ou le cours de l'or, parce que les Bitcoin maximalistes, moi, je les même dans l'or. Hein, j'ai mes ors maximalistes aussi. On appelle ça les gold 2. Et au final, les mecs, la seule chose qui vous intéresse, c'est pas l'or ou c'est pas le Bitcoin. C'est le dollar ou l'euro. Me racontez pas autre chose, quoi. On pourra discuter le jour où vous payez en Bitcoin ou vous payez en or. Moi, j'ai des clients qui payent en or.
ils utilisent leur or quand ils considèrent que leur monnaie est forte. Parce que dans leur tête, ils disent j'ai une monnaie, ma monnaie est forte. C'est-à-dire qu'ils considèrent l'or comme ils considèrent le franc suisse. Quelqu'un qui Quand vit dans le monde ton franc suisse. distributeur il marche plus et qu'il a été piraté ou que tu es un pays en conflit, l'or peut revenir tout de suite à un moyen Mais bien d'échange sûr. direct. Nous, avec notre système Veracage, en plus. s'il reste un peu d'Internet, les gens peuvent se payer entre eux immédiatement en Veracage. Alors, sur une valeur qui sera ce que les gens sont prêts à se payer entre eux pour 1 gramme d'or, 10 grammes d'or ou 100,23 grammes d'or. Mais à ce moment-là, on oubliera des monnaies qui ne vaudront plus rien. Et en fait, c'est ma vision du début et qui me plaisait dans Bitcoin et qui, par exemple, en 2017-2018, me plaisait beaucoup moins parce qu'on était sur un Bitcoin que j'appelle Bitcoin Nabila, où c'est le Bitcoin, c'est un super investissement parce qu'aujourd'hui, vous achetez à 1 et demain, ça vaudra 10. Et là, je me dis, bon, ils m'ont perdu pendant quelques temps. Enfin, ils ne m'avaient pas perdu parce que moi, en parallèle, je montais Il n'y a pas d'agence marketing. C'était parce que c'était un peu l'euphorie de Monsieur Tout-le-Monde, mais il n'y a pas de. Ils ont pas arrosé des boîtes de marketing en token Bitcoin. Hein. C'était une tendance. C'était une tendance et les marchés aussi. On a eu le Covid. Donc tout ça aussi peut-être même. C'est ce qu'on évoquait Il tout y ce a eu contexte. quelques arnaques basées là-dessus. Hein. Tu prends les OneCoin, tu Voilà. prends tous les trucs un peu comme ça, foireux, machin, qui étaient quand même bien basés un peu là-dessus. Et ça a été très dommageable en fait pour cette image assez pure que pouvait avoir le Bitcoin. Mais au final, c'est pas grave. Aujourd'hui, on est dans une phase, je trouve, beaucoup plus mature, où chacun un peu à sa position. Tout le monde a compris maintenant que l'or et le Bitcoin sont plutôt très complémentaires parce qu'ils convergent vers un seul but, parce qu'il y a un seul ennemi à abattre et il n'y en a pas deux. C'est-à-dire que Bitcoin n'est pas là pour abattre l'or et l'or n'est pas là pour battre le Bitcoin parce que en fait, l'or ne calcule même pas le Bitcoin. Par contre, il y a un ennemi à abattre, ce sont les monnaies fiat. Voilà. Et ça, c'est le but ultime. Par contre, il y a, comme sur une montagne, il y a 2 chemins pour y arriver. Et aujourd'hui, et ça c'est super avantageux, on est sur des modèles qui sont assez complémentaires. Et on le voit d'ailleurs, par exemple, avec les conflits qu'on a pu avoir récemment, Bitcoin et or ne réagissent pas du tout de la même manière. Ça, c'est super intéressant pour, sur le coup, un investisseur ou un utilisateur du quotidien de ces 2 actifs, parce qu'il va pouvoir les avoir comme élément d'arbitrage dans sa vie du quotidien. Alors, la problématique du Bitcoin, c'est que le Bitcoin dans le quotidien, pour un Français, c'est un peu compliqué parce qu'il ne peut pas payer avec. Parce que sinon, en théorie, s'il sort une carte, il se prend une flat tax sur l'opération qu'il vient de réaliser. Donc ça, c'est un poil dommage. Mais il y a effectivement des pays où c'est possible et ça, c'est super cool. Voilà, donc je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à la question, mais voilà, on a tout ce qu'il faut pour les faire converger l'un vers l'autre. J'allais te demander, est-ce que tu as vu un changement quand même après, du coup, cette période Covid, où les personnes se sont plus renseignées sur l'investissement de manière générale? Est-ce que tu as vu quand même des nouveaux entrants juste après cette période ou pendant cette période? Est-ce que Covid c'est... et d'ailleurs, même en ce moment, Antoine, pour encore compléter, on fait du pont et du pont aujourd'hui. Covid et contexte inflationniste, géopolitiquement instable, etc., que tu évoquais au début de l'interview. De toute manière, là, moi, depuis les 15 dernières années que j'exploite au coffre, moi, j'ai vécu en fait 2 moments qui ont enchaîné les moments d'après. En fait, le premier moment, c'était 2008, donc la crise du subprime, qui a entraîné la crise de l'euro, etc. Crise de l'euro et d'ailleurs aussi Brexit, enfin bon, la totale, quoi. Et ensuite, Covid, qui lui aussi était le deuxième Black Swan, en fait, un peu de ces 15 dernières années, qui lui a entraîné derrière inflation, conflits non réglés rapidement, baisse de taux, hausse des taux, rebaisse de taux, enfin, et tout ça, c'est effectivement extrêmement porteur pour l'or, parce que l'or se nourrit des angoisses, des inquiétudes, des moments voilà, qui vont être volatiles. Enfin, ça suit un peu comme le VIX, quoi, voilà, le fameux indice de la peur. Voilà. Et Bitcoin réagit un peu de la même manière, mais en opposition de phase.
Alors, c'est très bien parce qu'une fois qu'on le voit, eh ben, on se dit, alors qu'ils ont le même objectif, on va pouvoir se positionner de manière complémentaire sur ces deux actifs. Alors moi, à titre perso, j'investis relativement peu. Mais par exemple, pour ma propre boîte, pour Ocoffre, on a vraiment joué de ça. On a vraiment joué de ça parce que basiquement, nous, sur Ocoffre, ocoffre.com, l'activité, c'est les métaux précieux. Donc, on ne se voit pas nécessairement investir en plus nous-mêmes sur fonds propres dans les métaux précieux, puisque globalement, sur les métaux, quand ça marche, on le voit dans le business. Quand ça ne marche pas, on le voit aussi. Et donc, si moi, je suis positionné dans ma boîte sur les métaux précieux, j'ai un effet ciseau. Donc, dans quoi je dois investir? Plutôt dans un système dans lequel je crois, qui est hors système bancaire, qui est résilient, qui n'est pas de la monnaie fiat, et qui va être en opposition de phase de mon business. Ah ben, de suite, j'ai investi dans le Bitcoin. Et grand bien m'en a fait, parce qu'il y a eu des fois, on a eu des bilans un petit peu difficiles à équilibrer. Une revente de Bitcoin dans ces périodes difficiles, à quelques mois d'une clôture de bilan, a rendu un bilan beaucoup plus sympa, alors qu'à la base, il faisait un petit peu la tête. Ouais, moi, ça, c'est ma manière d'être robuste, c'est d'utiliser l'un ou l'autre. Alors, par design, effectivement, sur Ocoff, j'ai plutôt acheté du Bitcoin. Par contre, sur une activité comme Cryptcool, qui est plutôt orientée Bitcoin, et comment dire, on va dire en fonds propres, en stock trésor de guerre pour Cryptcool, on va plutôt avoir de l'or. Ah, ok. Alors, je ne dis pas que je vais avoir raison dans le futur, mais en tout cas, j'ai 100% raison sur le passé. Alors, si modulo Matic, on avait pour s'amuser, on avait acheté du Matic. Bon, là, ça m'a pas rapporté, mais bon, c'était pas juste. Je me dis, tiens, allez, on va s'amuser à acheter un truc qui est alternatif de tout le reste. Et on voit, si j'avais choisi ça, comme j'aurais pu prendre du Solana ou autre chose, et bon, pas bien nous en a fait. Mais il faut prendre des fois ses pertes. Mais par contre, sur Bitcoin, clairement, pour l'instant, il coche toutes les cases d'une opposition de phase de mon activité. Voulant dire que quelqu'un, voilà, enfin, moi, je connais des mecs qui sont des acteurs de la crypto, qui sont blindés d'or parce qu'ils savent qu'ils sont trop en risque sur la crypto. Et revenons sur Veracash. Est-ce que tu peux nous expliquer pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout à quoi ça sert et qu'est-ce qu'on peut faire sur cette plateforme? D'abord, il faut juste que je rappelle ce que justement Ocoff fait pour comprendre ce que Veracash apporte et qu'Ocoff n'apporte pas. Ocoff, c'est vraiment une logique moyen et long terme d'acheter de l'or. Et globalement, nous, nos clients, ils attendent sur la fin de leur vie ou de pouvoir transmettre ou de se faire plaisir dans 22 ans en revendant sans avoir pris de fiscalité dessus. Donc, on est sur du long terme. D'où la fameuse moyenne de 4 ans pour chaque pièce achetée, vendue. Voilà. Et toute la plateforme va dans ce sens. Alors que Veracash, ce n'est pas la même posture. C'est une posture non pas de thésaurisation, mais de dynamisme sur l'or, l'appréhender comme une monnaie. L'appréhender comme une monnaie, c'est pour ça que l'outil que l'on a, qui est un wallet, une application mobile qui ressemble à un PayPal, elle permet évidemment d'acheter, elle permet de revendre, mais elle permet d'envoyer. C'est-à-dire que je peux envoyer de l'or à quelqu'un pour le payer, par exemple, ou pour lui faire un don, ou pour faire une cagnotte, ou moi, j'envoie par exemple des fois à mes filles pour l'argent de poche, je leur envoie du Veracash parce que c'est instantané, c'est gratuit. Alors, petite parenthèse au passage, le layer 2 sur l'or, c'est pas comme s'il existait depuis hier, mais ça existe depuis des dizaines d'années. Les banques ont inventé le layer 2 sur l'or, s'envoyer instantanément de l'or gratuitement. Voilà. Voilà, c'est tous ceux qui disent que l'or, on ne peut pas faire de choses, de chiffres après la virgule quand on envoie de la valeur, que ce n'est pas instantané, que ce n'est pas gratuit. Non, c'est faux. Ça existe depuis avant le Bitcoin. Donc, je referme la parenthèse. Donc, Veracash, c'est ce que ça offre depuis 2012. Et on peut basiquement payer un bien, un service avec sa carte Veracash. Et pourquoi on paierait avec sa carte Veracash alors qu'on a de l'or qu'on devrait conserver précieusement? Mais c'est que tout simplement, ces clients qui ont déjà de l'or par ailleurs sous forme thésaurisée, achètent de l'or dans cette logique dynamique parce qu'ils profitent à chaque fois des fluctuations de l'or pour plutôt acheter à la baisse, revendre à la hausse et à chaque fois se prendre une forme de gain sur leur opération de la vie courante. C'est-à-dire, j'achète des pizzas, je les paye avec du Veracash, je gagne sur l'achat de ces pizzas en payant en Veracash. Parce que j'ai décidé, parce que l'application me le rappelle, elle me rappelle en combien je suis en plus-value. Et donc, si je suis en plus-value, je paye avec. Si je suis en moins-value, je ne paye rien du tout avec.
je vois plutôt tendance à en acheter. En fait, il fonctionne comme les frontaliers suisses. Un frontalier suisse qui, lui, a finalement deux monnaies, il a l'euro et il a le franc suisse, à tout instant, qu'il soit du côté suisse ou qu'il soit du côté français, il arbitre toujours dans quelle devise il décide de payer, sur quel compte il va taper. Parce qu'en Il fonction peut de... transférer, il peut transférer de Ocoffre à Veracash, je suppose, son or. Ou Oui, c'est... alors ça, c'est possible aussi. C'est un peu fait manuellement parce que ce sont deux sociétés séparées, distinctes, même s'ils appartiennent au même groupe. Il faut quand même avoir un compte client chez Veracash avec tout ce que ça veut dire parce qu'il y a un instrument de paiement. Donc, c'est comme si on allait on ouvrait un compte dans une néobanque ou une banque. Hein, c'est un peu pareil. Sur Ocoff, c'est un poil plus light. Donc, ça veut dire que quand on passe de l'un à l'autre, il y a quand même un minimum de vérification à faire parce qu'on ne veut pas faciliter le crime. Mais oui, effectivement, on peut faire ça. Mais on peut même le faire de toute manière avec Cryptcool. Ça, c'est voilà, c'est l'effet Cryptcool, comme on dit, qui permet de tokeniser de l'or que l'on aurait sur Ocoff ou Veracash ou même chez soi sous forme de bijoux. On l'amène et Cryptcool va le tokeniser et l'intégrer dans le compte crypto que l'on peut avoir chez Cryptcool. Donc, chez Cryptcool, on va avoir du Bitcoin, de l'Ether et un troisième actif qui est le VeraOne, qui est notre token ERC20 adossé à de l'or physique. Le token ERC20 qui existe depuis 2019, qui marche plutôt pas mal, parce qu'on est relativement peu d'acteurs à être capable de gérer ce genre de choses, c'est-à-dire à la fois la blockchain et l'or physique. Moi, les confrères que je connais qui font du token or, certains sont très, très blockchain, mais passent par un prestataire pour la partie or physique. Bah, nous, on fait les deux. Voilà. Et aujourd'hui, d'ailleurs, nous, les volumes d'échange, enfin les volumes transactionnels, tout simplement, d'ailleurs, sur Cryptcool, aujourd'hui, sont très élevés, justement, sur les paires entre Bitcoin et VeraOne, parce que c'est une manière assez sympa de profiter, ce que je disais tout à l'heure, de ces deux effets d'opposition de phase. Et donc, statistiquement, nos utilisateurs sont plutôt gagnants en jouant les paires Bitcoin et or que Bitcoin et revenir en euros. Bon, déjà, parce qu'en revenant en euros, ils se prennent la flat tax, alors qu'en restant sur VeraOne, qui est une crypto, bah, il n'y a pas de flat tax du tout. Et ça leur permet de réinvestir quand il y a une consolidation sur le Bitcoin, par exemple, ils reviennent dedans et de manière voilà, un peu plus optimisée en fait, sur les gains possibles, tout en ayant un système ultra simple. Donc, on se fait pas mal à la tête quand on utilise Cryptcool. Voilà. Et puis, c'est une société française, je crois, enregistrée PSAN. Nepsan. C'est Tout à important. fait. On est PSAN sur Cryptcool, au même titre que sur Veracash. On est, comment dire, on est agent d'un établissement de paiement et donc on dépend de la CPR. Et au coffre, c'est un peu plus light, mais on dépend quand même des douanes. Donc, c'est le genre de personnes, quand ils nous contrôlent, ils ont un pistolet à la ceinture quand même. Voilà. Et il y a du volume quand même sur VeraOne. Est-ce que tu as quelques chiffres là actuellement, par exemple je sais pas. Je vais donner les derniers chiffres que j'ai en main. Ouais. Sur le mois de mai, on a fait 12 millions d'euros de volume d'échange. Et vous êtes listé où du coup, que sur Cryptcool ou Alors avant, on était sur P2B, B2B. Je pense qu'on est peut-être encore sur VeraOne, mais au final, on se dit en fait, il n'y a aucun intérêt qu'on soit listé sur une quelconque plateforme, puisque de toute manière, pour acheter ces cryptos, il faut déjà que nous-mêmes, on puisse les émettre, puisqu'on émet ces cryptos qu'à la demande. Donc quand on fait un mint, nous, derrière, on achète de l'or en appelant nos fournisseurs parce que l'or, il est sur le coup vraiment dans nos coffres. Et pareil, à l'inverse, quelqu'un qui revend cet or et qui passe par notre plateforme, on le burn, on le crame. Donc, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, nous, on revend cet or physique. Et ma problématique, c'est que vu que cet or physique, il existe réellement, eh bien, il faut qu'à tout instant, on sache qui est un peu le client. Et donc, moi, ces clients un peu inconnus qui utiliseraient nos VeraOne, qui circuleraient un peu en dehors de notre écosystème, et bien avec du recul, ça m'embête un petit peu. Donc, à une époque, j'étais vraiment très volontaire pour lister, et finalement, aujourd'hui, je ne suis pas du tout volontaire. Quelqu'un qui est intéressé par le VeraOne, il passe par Cryptcool, et il verra que c'est cool. C'est intéressant comme point de vue, puisqu'en effet, même si on le voit régulièrement dans les médias que les exchanges tentent de collaborer ou collaborent avec les autorités, c'est assez intéressant ce que tu évoques sur le fait que il y a un côté traçable bien sûr des crypto-monnaies,
mais que tu es dépendant aussi des agissements de l'exchange s'agissant de ton token. Voilà, et que si l'exchange il veut pas répondre à ta société quand tu lui demandes, voilà, tu es un peu embêté. Ouais. Je vais te dire les choses clairement. Moi, mon or physique, donc 100% couvrant le Vera One, par rapport aux douaniers, la seule personne qui compte pour eux, c'est quel est le dernier client. Donc, imaginons, j'ai une tonne. Il faut que cette tonne, qui est évidemment ventilée en 0,5 g par ici, 10 kg par là, machin, etc., à tout instant, je sois capable de leur dire, là, c'est 10 kg, ça appartient à machin, c'est 0,5 g, ça appartient à bidule, etc., etc. Mmh. Et ça, c'est le dernier client, c'est le responsable. Et le responsable, si son Vera One, il a balancé à Pierre-Paul ou Jacques parce qu'il lui devait quelque chose, ou qu'il a payé avec je ne sais pas quoi, et au final, c'est plus lui. Et donc, on fait comment? Et donc là, il y a une. Et comme tu le disais, les plateformes d'exchange ne jouent pas le jeu. Moi, je le ferais ça volontiers si les plateformes d'exchange me partageaient le KYC qu'ils ont fait avec le client qui m'achète le truc. Or, ils ne le font pas. Et bien donc, comme ils ne le font pas, moi, je ne peux pas me permettre de leur mettre à disposition ce genre de token qui est adossé à un actif physique. Mais ça, c'est valable pour l'or, mais ça sera valable pour tous les actifs tokenisés qui sont Oui. dans le monde réel, quoi. Et comment vous Et le assurez droit français. et comment vous assurez la transparence, la traçabilité ou tu vois, comment vous instaurez la confiance auprès de vos clients? C'est Ouais. quoi c'est quoi les arguments? Alors moi, la manière simple d'organiser ça, c'est que déjà, tous les 6 mois, on organise un gros audit réalisé par des personnes externes qui, globalement, ouvrent toutes les armoires fortes, regardent ce qu'il y a dedans et s'assurent que tout est à sa place. Donc là, on a des grands registres et les auditeurs cochent que ce qu'ils ont vu, c'est bien sa place, c'est bien de l'or et pas du chocolat. Et ensuite, de manière picking, ils vont vérifier même la nature alors, ils ne le font pas pour tous, mais ils font un picking. Ils vont s'assurer de la nature de chaque produit, voir que le propriétaire, c'est bien monsieur untel et que dans notre registre centralisé, c'est bien monsieur untel et pas tel autre. Et que, par exemple, sur une pièce, il n'y a pas deux clients. Voilà, donc ça fait partie de ces choses qui sont vérifiées. Notre or, comme il est mis, alors de manière physique, tu l'as peut-être jamais vu, alors je n'ai pas d'exemple ici, mais ce sont des petits écrins, pas des écrins, des étuis rectangulaires qu'on utilise en numismatique, dans lesquels on enferme les pièces. Alors on les voit par transparence parce qu'il y a un petit blister, etc. Elles sont toutes numérotées. Et ça, elles sont mises dans des albums de numismatique. Donc, ces albums de numismatique, pour des petites pièces, ça prend 500 pièces. Pour des grosses, c'est 60. Et ça, c'est scellé par les auditeurs. C'est-à-dire que l'année suivante, quand ils reviennent, ils s'assurent que les scellés sont entières et intègres. Et donc, ils n'auditent que les albums qui ne sont pas scellés ou qui ont été décellés. Par exemple, tu vois, des fois, il y a des clients qui viennent récupérer leurs pièces au port franc. Donc, nous, on sort les pièces, machin, tout ça. Donc là, l'album, il est décellé. On va recompter toutes les pièces. On va revérifier que c'est les bonnes pièces à leur place, etc. Donc ça, c'est un boulot un peu de petite fourmi. Mais comme on est bien organisé, voilà, ça dure une semaine à chaque fois. Et alors, donc, il y a les auditeurs externes. Il y a nos commissaires aux comptes qui viennent au même moment. Et on invite aussi des membres clients, alors jusqu'à il n'y a pas si longtemps, qui faisaient partie d'une association d'utilisateurs. Donc, ils nous désignaient 2-3 personnes. Et ces 2-3 personnes venaient pendant la période des audits et ils vérifiaient tout, eux aussi, vérifiaient les audits et vérifiaient que les produits existaient bien. Et à la fin, ils délivraient eux-mêmes leur propre rapport de client indiquant que tout s'est bien passé. Puis nous, on est même audité par les douanes suisses, françaises aussi, ouais, parce que les douaniers, quand ils viennent, ils s'assurent que, pareil, les coffres sont pleins. Voilà, donc voilà, on ne manque pas de personnes qui vérifient. Nous-mêmes, voilà, déjà, on essaie de bien faire les choses. Ça nous est relativement rarement arrivé de perdre des produits. Ça nous est arrivé 2-3 fois. Bon, dans ce cas-là, c'est la société qui raque, elle paye. Est-ce qu'on se les a fait voler? Non, mais on voit qu'il y a une certaine confiance, même sur les réseaux. On voit que vous existez depuis un certain moment et que, enfin, on voit très peu de critiques, en tout cas, Non, mais C'est une institution un peu moi, pour. franchement, les gens qui veulent venir voir, ils viennent. Moi, ça me fait très plaisir de les rencontrer. Ça me permet de leur montrer qu'on fait les choses bien. Et puis, dans le monde dans lequel on est, franchement, pour refaire sa vie en se barrant en courant avec des lingots, il faut se lever de bonne heure.
Et moi, j'ai pas envie d'aller vivre dans un pays d'Asie avec des moustiques, ou me planquer sur une île, je sais pas quoi, avec des lingots, je sais pas où, auxquels je pourrais pas avoir accès parce qu'ils seront planqués, mais au final, personne ne voudra. Enfin, c'est même pas une vie, c'est une vie de prisonnier. Ouais, mais avec le nucléaire, tu n'auras pas le temps de penser à ça. En plus, ouais. Donc, non, c'est pour ça, moi, tous les matins, je me réveille, je suis hyper bien dans mes basques. Aujourd'hui, j'ai des clients qui considèrent comme l'équivalent d'un Brinks, mais spécialisé sur l'or. Pour preuve, on bosse même avec des sociétés, même dans notre milieu, pour lesquelles on garde leur or. Donc voilà, moi je pense qu'on a franchi un cap qui fait qu'aujourd'hui, j'ai même plus à montrer si on fait les choses bien. On est ISO 9001, donc je dis pas que ça fait tout, mais chez nous, ça nous engage quand même à faire les choses bien. Donc voilà, enfin, on essaie de faire les choses bien. On n'est pas après exemple d'erreur, hein. Nous, ça nous est arrivé des fois d'avoir des pièces qui finissent à la poubelle parce que quand on les manipule, oui, parce que je rappelle, c'est quand même des produits physiques, hein, c'est pas un game, hein. Donc on les manipule réellement. Et ça nous est arrivé, oui, de retrouver des pièces dans des poubelles. Parce qu'à un moment donné, bim, on en a manipulé des milliers. On en a, tiens, pour info, on en a 1 500 000 enregistrés individuellement dans le système. Et puis après, il faut aussi juger le projet quand il y a un petit problème et voir s'il communique, combien de temps il met pour communiquer, comment il communique. Il y a toujours aussi cette partie. Et j'aurais voulu qu'on aborde un sujet sur la tokenisation. Je vois que quand même, ça a l'air de te porter à cœur. Et est-ce que tu peux nous en dire un petit peu ton ressenti, ton avis dessus? Qu'est-ce que tu penses que ça va apporter comme innovation dans le futur? Alors, la tokenisation au sens large Oui. était de toute manière une nécessité. Et limite, je dirais, c'est même pas la blockchain qui a inventé ça, parce que quelque part, étant depuis, on va dire maintenant 25 ans dans un monde très digitalisé, il est absolument normal, souhaitable de pouvoir manipuler des actifs, soit de la vie réelle ou même des actifs eux-mêmes digitaux, par d'autres outils digitaux dont c'est le métier et c'est la facilité, etc. Donc, tokeniser de l'immobilier comme tokeniser de l'or, c'est le sens de l'histoire. Nous, typiquement, depuis 2008, on tokenise de l'or par le biais de Ocoff, même si ce n'est pas la blockchain. Mais à partir du moment où on manipule un jumeau numérique d'un actif qui existe physiquement en dehors du digital, par design, une pièce d'or qui est en coffre, elle est pas physiquement dans une base de données. Ce qui est dans la base de données, c'est son jumeau numérique. C'est de la tokenisation. Mais avant nous, il y en a eu d'autres. eGold, qui est l'ancêtre un peu de tout le monde là-dessus, y compris du Bitcoin, parce que des fois, on se demande même si le fondateur de eGold n'est pas Satoshi Nakamoto. Ils ont été les premiers à rendre possible le fait d'acheter de l'or physique par Internet. Et là, on était au début des années 2000. Donc, c'est le sens de l'histoire. Maintenant, aujourd'hui, il va falloir déterminer quelles sont les règles de tout ça. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure, il faut quand même faire très attention, parce qu'un bien de l'univers réel, il y a des règles. Est-ce que ces règles vont pouvoir être transférées dans le digital? Quand je dis digital, au sens large, c'est-à-dire Terracash, c'est du digital comme un strict token blockchain est aussi du digital. Et c'est là où des fois, on oublie que l'on vit quand même dans un monde réel. C'est un peu comme à l'époque où on se disait Internet c'est génial, je peux y commettre des crimes, c'est le Far West. Mais non, en fait, non. Les lois du monde réel s'appliquent dans Internet. Le concept de jumeaux numériques, qui est peut-être d'ailleurs la seule chose qui est restée de toute cette hype autour du métaverse qu'il y a eu. Et jumeaux numériques, on le retrouve aussi bien dans l'industrie que dans la médecine, etc. Les opérations à distance, voilà, c'est vraiment tout ce concept-là, et ça rejoint bien sûr également l'intelligence artificielle. Aussi. Et je suis assez d'accord avec toi sur le potentiel, en tout cas, de la tokenisation, quoi. J'aurais aimé... Pardon. Et par rapport à, je crois que c'est Tether qui émet aussi du gold, mais on voit qu'il y a plusieurs, on voit qu'il y a plusieurs acteurs qui se placent aussi sur cette verticale. Est-ce que ce sont des concurrents, et est-ce que tu penses qu'il va y avoir de plus en plus de concurrents dans l'avenir? Tether Gold et Paxos Gold sont clairement des concurrents. On
ont fait un métier différent. Eux, ce sont des pure players à la base de l'univers blockchain, mais même, je dirais, de l'univers stablecoin. Ouais. Nous, à la base, on est des pure players de l'univers métaux précieux physiques. Nous, la blockchain, on y est arrivé, alors pas nécessairement plus tardivement qu'eux, parce que non, mais moi, en 2016, pour des raisons opérationnelles, j'avais besoin de tester un modèle de blockchain pour tenir notre fameux registre de police, parce que pour en revenir à la fameuse tokenisation d'actifs réels, eh bien moi, cet or, je suis par la loi tenu de tenir un registre de police. Et ce registre de police, quand j'ai 1 500 000 produits référencés, donc chacun avec son numéro, une photo à verre et revers dans le cas de pièce ou un lingot, le certificat en plus de la photo du lingot. Une sacrée base de données. Eh ben, c'est une base de données. Si j'en tenais un registre de police papier, j'en remplis instantanément tout mon étage là. Donc ça, c'est impossible. Faut pas qu'elle soit leak. Faut pas qu'elle soit leak en plus, parce que je suppose que si les personnes apprennent après qu'ils détiennent autant d'or, c'est exactement. Alors voilà, ça, c'est aussi l'autre sujet. D'où l'intérêt, à un moment donné, de mettre en place un système un peu robuste. Alors, j'ai testé, c'était au final pas la bonne solution. Mais ça, c'est un truc qu'on a testé avec une blockchain Hyperledger, qui était un piège, mais ça, j'ai compris après. Mais ça nous a permis de rentrer dans cette logique, de se dire, effectivement, vu tout le volume qu'on a à garantir sur la traçabilité, sur les interactions des uns et des autres, il nous faut un système avec la gouvernance qui va avec. Et ça a été ça le problème, c'est que finalement, la gouvernance, là, c'est là où ça a pêché, parce qu'une blockchain détenue par une seule boîte, ça ne s'appelle pas une blockchain, ça s'appelle une base de données. Et en plus, dans le cas d'une blockchain, c'est une base de données dégueulasse, quoi. Donc, personne n'a envie d'utiliser une blockchain comme base de données. Et donc, quand on est tout seul, ça n'a aucun intérêt. Alors, c'est là où, pour ce genre de service, là, il aurait fallu qu'on se mette à plusieurs autour d'une table, qu'on crée une blockchain avec une gouvernance partagée entre nos différentes sociétés. On a testé ça, on a même levé des fonds, nous, en Nouvelle-Aquitaine pour ça. Malheureusement, la gouvernance veut dire des gens autour. Et à un moment donné, quand il y en a un ou deux qui ne font pas le job ou qui n'ont pas la même vision, ça retombe. C'est dommage. On avait un beau projet là-dessus. Et donc, nous, on a laissé ça de côté. C'est là qu'à ce moment-là, en 2018, on a commencé à vendre du Bitcoin sur Ocoff. Et en 2019, on a lancé Vera One, qui pour nous était le sens absolu de l'histoire, en étant à la base pure player des métaux précieux. C'est-à-dire qu'on est parti de ce besoin de garantie de traçabilité pour aller naturellement vers la blockchain. Et ensuite, une fois qu'on a goûté à la blockchain, mais quand tu as goûté à ça, tu as goûté à tout le reste. Donc, il fallait évidemment qu'on émette notre propre token après avoir vendu du Bitcoin de manière hyper cool sur Ocoff. En fait, pour ceux qui, oui, il faut quand même le noter. Avant que le PSAN soit obligatoire, on a quand même vendu des bitcoins sur Ocoff. Donc, il n'y a que quelques clients qui le savent, mais c'était l'époque où ils arrivaient à acheter du bitcoin à 5 000 € le bitcoin. C'est des papis 70-80 ans qui, quand ils sont passés sur Cryptcool, se sont fait des méga plus-values parce qu'à ce moment-là, le bitcoin était à 90 000. Okay. C'était le bon temps. Ah, c'était le bon temps. Ouais, c'est très intéressant. Et vous avez une équipe quand même derrière. Est-ce que tu peux dire un mot sur ton équipe, qui t'accompagne, tes collaborateurs? Aujourd'hui, on est une soixantaine de collègues qui se partagent de manière assez harmonieuse entre le support client, le développement informatique, la sécurité des infrastructures. On travaille avec des hackers éthiques, par exemple, de manière permanente. Et j'invite, s'il y en a qui détectent un problème de bug ou de quelque chose qui pourrait être attaquable chez nous, n'hésitez pas à nous contacter. On a ce qu'on appelle des bug bounties pour récompenser ceux qui détectent des failles. Pas besoin de le faire à l'ancienne, un peu hardcore. On peut faire ça entre gentlemen. On apprécie ça. Voilà. C'est combien à peu près l'enveloppe que vous... C'est combien à peu près comme ça? Ça dépend de la criticité. Si c'est un truc mineur, ça va être 200 balles. Si c'est un truc majeur, ça peut être 10 000. Quoi. Donc, s'il y a des personnes qui voient quelque chose, qui n'hésitent pas à monter ça. N'hésitez pas, avec grand plaisir, on vous attend. Tous les 6 mois, on fait un hackathon d'ailleurs interne qui nous permet de challenger tous les développeurs informatiques qui gravitent dans notre écosystème. Et pareil, eux aussi, ils ont des récompenses à la fin de la journée parce qu'il y a un concours à la fois d'équipe, mais aussi individuel. Parce que, en fait, pour faire simple, tout à l'heure, tu disais, voilà, qu'est-ce qu'il y a pour rassurer la clientèle sur le fait que les lingots disparaissent ou pas, quoi. Moi, souvent, je dis aux clients, mais en fait, que les lingots disparaissent, ce n'est pas le sujet, quoi. Parce que déjà, on est assuré dessus. Moi, si je me barre avec les lingots, de suite, je deviens un repris de justice. Et moi, ce n'est pas le sens de ma vie. Par contre,
le vrai sujet, c'est la sécurité informatique. Sa sécurité informatique, c'est quelque chose qui enfin, quand on tombe dans quelque chose qui a dérivé, potentiellement, on ne voit pas ce qui se passe. Et c'est nous là-dessus, on est très parano, très, très, très vigilant. Et on l'est pour nous, mais on l'est aussi pour nos clients. Parce que le bug, souvent, il se situe entre le clavier et la chaise. Vous avez Et donc, l'armée en prestataire de sécurité? pardon? Enfin, vous avez l'armée en prestataire de sécurité? Alors oui, on a ça, mais limite, moi, si j'avais que ça à faire, je montrerais même aujourd'hui une boîte de sécurité parce que je considère qu'on a les connaissances là-dessus. On a les connaissances, on a les outils. Et par exemple, quelqu'un qui est client de Haut-Coffre, dans la colonne de gauche tout en bas, il y a une rubrique sécurité. S'il clique dessus, il va voir tous les leaks qu'il a subis lui-même. On va lui indiquer son email qui a été hacké et les premières et dernières lettres du mot de passe qui a été hacké et dans quel écosystème. Et moi, à titre personnel, en plus, les fameux mots de passe, je les connais, je les vois. C'est-à-dire, évidemment, j'en profite pas. Mais comme c'est public, c'est dans le dark web, moi, j'ai vu des clients, enfin même certains qui étaient des potes à moi, je leur dis, là, tu sais que je pense que ça, c'est le prénom de ton petit dernier. Et ça, c'est sa date de naissance. Ça, c'est ton mot de passe. Et ça, c'est le mot de passe que tu utilises sur Facebook. Donc, je pense qu'il faut que tu le changes. Donc, voilà, ça pour les potes, je leur fais en direct. Mais pour les clients que je connais moins personnellement, eh bien, tous, il y a une rubrique sécurité, un peu comme sur Norton. Je ne sais pas, tu utilises Norton ou tu utilises un autre système. Ben, ils te disent, voilà, vous avez subi un leak. Après, il y a le code de FA, normalement, souvent, ça permet Pardon? aussi. Le code de FA qui permet quand même de limiter. Ouais. C'est une sécurité quand même normalement obligatoire. Oui. Mais bon, ça ne marche pas tout le temps. Non. Pas tout le temps. Parce que moi, j'ai vraiment encore des clients qui m'appellent pour me dire, voilà, je me suis fait hacker, machin, bidule. Parce que des fois, même certains, il y a d'autres personnes qui ont pris le contrôle de leur tel, ils ne le savent même pas. Aujourd'hui, tu es dans un immeuble. Tu es dans un immeuble, dans une rue passante à Paris, de manière régulière, tu as des bagnoles avec des trucs dans les coffres qui passent en bas de la rue et qui aspirent tous les accès GSM de tous les trucs qu'il y a dans l'immeuble. Toi, quand tu te reçois, par exemple, un SMS en te disant on n'a pas pu vous livrer tel article, vous n'étiez pas là, et puis le truc, il est signé de Colissimo, mais avec 2 O ou 3 L ou je ne sais pas quoi. En fait, tu as reçu ça parce que ton numéro de téléphone, il a été aspiré par ce genre de voiture qui passe dans la rue. Non, mais on peut se faire voler son lingot d'or chez soi ou son mot de passe. Au final, convaincu. Moi, j'ai basé au coffre sur ce modèle. C'est que les gens se font braquer chez eux parce qu'ils ne savent pas se sécuriser. Ou ils pensent qu'ils sont sécurisés. Ou ils pensent qu'ils sont à l'abri d'un virus, alors sur le coup humain, qui ferait qu'ils pourraient circuler comme ils veulent en mars et avril 2020, ce qui ne s'est pas produit. Et donc, ils avaient de l'or à la maison, mais ils ne pouvaient rien en faire. Donc, ceux qui étaient chez Ocoff, ils étaient bien contents parce qu'ils pouvaient l'acheter et le vendre. Au même titre que ceux qui avaient du Bitcoin, ils étaient bien contents parce qu'ils pouvaient l'acheter et le vendre. Mais Ocoff ou Veracash, c'était pareil. Donc, oui, heureusement qu'il y a ces systèmes. Mais justement, ces systèmes informatiques deviennent des risques. Et alors, je fais une petite parenthèse sur VeraOne, justement. J'ai eu un cas de conscience il y a quelques années, je crois que c'était en 2020 ou 2021. Il y a un client qui s'était fait pirater son ledger, dis donc. Il s'était fait pirater son ledger parce qu'il s'était fait pirater sa phrase, sa seed, donc globalement sa clé privée. Alors, il s'était fait pirater parce que tout simplement, tu branches un ledger sur un ordinateur qui est lui-même piraté à tous les étages, à gauche, à droite, keylogger, enfin la totale. Le gars, il s'est retrouvé à avoir un ledger dont la clé privée a été récupérée. Et bien donc, lui, il s'est fait exfiltrer par une personne inconnue ses ETH. Et se faisant exfiltrer ses ETH, dans la foulée, il s'est fait aussi exfiltrer ses VeraOne. Et donc, comme VeraOne, par design, on est obligé d'être un système centralisé, puisqu'on garde l'or. Et moi, mon dernier client connu, c'est celui qui détenait ça dans mon écosystème. Et bien, qu'est-ce qu'on a fait pour ce client? On a fait un burn des VeraOne qui étaient sur le ledger ou le wallet du fraudeur, du voleur. Puis tu les as recréés. Et on les a remint sur le ledger du client. Et là, tu pourrais me dire, mais ce n'est pas dans l'esprit crypto, ça. Tu aurais raison de le dire. Mais moi, je vais te dire un truc. Ethereum,
je ne sais plus en quelle année, c'était 17 ou 18, il y a eu une arnaque à 80 millions d'euros. Ils ont fait un fork et les 80 millions, ils ont été récupérés. Donc, à un moment donné, on peut se le prendre. Mais le client, il n'a pas récupéré ses Ethereum. Ah non, ben oui, bah là, lui, il n'a pas récupéré ses Ethereum, c'est son problème, mais il sait pourquoi il était chez nous aussi. Parce qu'il a pu récupérer ses Vera One parce qu'on est un modèle centralisé. Et tu vois, il y a un autre truc qui m'a choqué. C'est l'autre jour, l'émission dégueulasse avec Élise Lucet sur la fraude autour des cryptos. Moi, j'ai failli balancer une brique toutes les 2 minutes sur ma télé pour la détruire tellement c'était naze. Ou à la fin, la conclusion de la dernière personne interviewée, alors, qui malheureusement était un chef d'entreprise, si tant est qu'il ne jouait pas un rôle, et qui a dit « mais je vais me retourner contre ma banque pour qu'elle me rembourse l'achat de Bitcoin qui m'a été fraudé. » Ah, waouh. Oui, et donc, tu veux être dans la blockchain, l'ami, et tu ne veux pas accepter de prendre tes pertes. Et bien voilà, c'est ça le super monde décentralisé, c'est qu'au final, les gens ils se retournent contre leur banque. Mais non, le vrai monde décentralisé, tu es libre. N'envoyez pas d'argent déjà à des gens que vous ne connaissez pas. C'est déjà la base, je pense. C'est déjà la base, mais après, tu ne viens pas pleurer dans les jupes de maman parce que tu as perdu du truc, parce que tu as joué comme un abruti. Et on a tous à un moment donné joué comme un abruti. Ça, c'est humain, ça nous arrive, c'est normal. Mais tu vois, tu ne peux pas vouloir un modèle centralisé et en même temps aller pleurer dans les jupes de ta mère pour te faire rembourser parce que tu as tout perdu. Bah, c'est comme garder le truc qui, à un moment donné, m'ont un peu agacé dans les années. C'est comme garder du fiat, hein, Jean-François. C'est comme garder du fiat. On ne peut pas expliquer 26 000 fois qu'il ne faut pas le garder parce que tu perds. Tu en gardes le strict nécessaire. Petite parenthèse, sur un compte à vue, tu gardes maxi 2 salaires. Sur un compte d'épargne, tu gardes 3-4 salaires. Maxi. Oui. Et tiens, petite anecdote. En 2020, début 2020, tous nos clients pensaient qu'on était une banque. Et plutôt que de garder leurs euros dans leur banque, ils nous l'envoient. Et je me dis, mais les gars, c'est du délire. Vous êtes complètement à côté de la plaque. On n'est pas une banque. Et nous, ces euros, on les a forcément dans une banque. Sauf que moi, au même moment, j'avais un peu la même vision que mes clients de me dire, mais si les banques, elles font faillite, on fait quoi? Et là, moi, j'avais des comptes bancaires qui étaient en train de grossir sur de l'argent qui n'était pas du tout à moi. Des grosses boules. Et bien, tu sais ce qu'on a fait? On a acheté des grosses pièces en or de la monnaie de Paris à forte valeur faciale. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, mais vous savez, c'est ces pièces de 1 000 euros, 5 000 euros, 10 000 euros, où il y a plus d'euros que d'or. Parce que le système, c'était que déjà, ça me permettait, moi, d'avoir des euros dans mes coffres, parce que sur le coup, j'avais plus confiance dans mes coffres que dans ma banque. Et c'est opposable auprès de la Banque de France, donc ça reste des euros. Et si tout s'effondre, parce que l'euro s'effondre, ben, comme c'est de la base de l'or, la valeur de l'or va supplanter la valeur des euros. Mais sauf si l'image de Paris se dégrade et que Paris est du coup. C'est pas lié à Paris, Antoine. C'est pas la monnaie de Paris, enfin un truc non, comme on s'en ça. fiche de la monnaie de Paris. Là, sur le coup, c'est des euros, donc c'est opposable à la BCE. Non, mais qui veut acheter un souvenir? Et c'est à la base de l'or. Souvenir pareil. C'est opposable au marché de l'or. Oui, non, c'était pour charrier. Mais oui, non, mais là, c'était ça le truc, c'est que la monnaie de Paris, on s'en fiche. Moi, c'est des potes à moi, mais limite, c'est pas le sujet, on s'en fiche. Eh bien, pour boucler la petite anecdote là-dessus, moi, je te parlais des investissements un peu contre-cycliques sur notre activité. Parce qu'on est une entreprise et on a besoin d'être robuste quand il y a des éléments, des effets un peu contre-cycliques à équilibrer. Eh bien, au final, un de nos meilleurs investissements sur les 5 dernières années, en rendement annuel, euros, eh bien, ça a été ces pièces de la monnaie de Paris qui nous ont plus rapporté, parce que là, je les ai revendues. On en avait acheté pour 2 millions d'euros. On s'est fait, je ne sais plus, 400 ou 500 000 euros de plus-value parce qu'on ne les a pas vendus à la valeur faciale. On les a vendus à la valeur de l'or qui a supplanté la valeur faciale. C'est-à-dire que pour info, une pièce de 1 000 euros, quand on l'a achetée en 2000, il y avait à peu près 750 euros d'or dedans. Là, quand on les a revendues dernièrement, ces pièces, elles étaient à peu près à 1 300 euros d'or. Intéressant. En plus, c'est assez simple et que tout le monde peut être patient. Voilà. Ouais, il faut être patient. C'est contre-intuitif parce que beaucoup de gens détestent ces pièces parce que pour eux, c'est des pièces où il y a beaucoup trop d'euros par rapport au métal dedans. Et en fait, non, elles sont super ces pièces, mais il ne faut pas les acheter pour les comparer à un Napoléon ou un Krugerrand ou une Vera Valor. Non, ce n'est pas du tout le même registre. En fait, on achète vraiment des euros, mais qui ne peuvent pas valoir moins que la valeur de l'or qu'ils contiennent.
Et j'en ai parlé avec le président de la Monnaie de Paris, avec qui on s'entend super bien. Et lui, dans son marketing, ils ont toujours fait l'inverse. Mais c'est normal, lui, le prisme de l'euro. Donc lui, il disait, ces pièces vaudront toujours l'euro. Je dis, mais non, tu dois leur dire que ce sont des pièces qui vaudront à minima l'or qu'elles contiennent. Bah Et là, oui. ça marche. Si on n'a plus confiance en l'euro. Bref, c'est très Ah, mais intéressant. si tu n'as plus confiance dans l'euro, mais vas-y à fond, achète ces pièces parce que justement, à un moment donné, elles vaudront beaucoup plus cher que la valeur en euros qu'il y a dessus, quoi. Donc, tu peux pas de toute façon avoir toujours le même actif. Moi, les clients qui me disent j'ai 100% en or, je dis mais les gars, vous êtes à côté de la plaque. Si vous avez besoin de revendre votre or l'année prochaine et que pour X raison, il a perdu de la valeur en euros, eh ben, vous allez vous retrouver comme des rondelans, quoi. C'est dommage. On commence à rentrer dans le format. On a une question habituelle pour clore l'interview, qui est de savoir un petit peu quelle serait la ressource que tu conseilles à nos auditeurs. Alors, lorsqu'on dit ressource, ça peut être un livre, ça peut être une chaîne YouTube, ça peut être un blog, ça peut être un compte Twitter à suivre. Voilà. Est-ce que tu as comme ça, toi, une ressource un peu centrale? Moi, je vais pas citer nécessairement un nom en tout cas, mais parce que chacun verra qui sont les personnes qui correspondent à leur tempérament. Mais il faut absolument que ce soit sur LinkedIn, sur Facebook, Instagram, TikTok, ce que vous voulez, suivez des spécialistes de la cybersécurité. Ah ouais. Clairement, parce qu'aujourd'hui, quel que soit son choix que l'on peut faire sur quelques actifs que ce soit, où là, il est très facile de trouver un expert, des fois certains ont autoprogrammé la veille, le gros problème des gens, c'est qu'ils ne savent pas se sécuriser. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et donc, il faut s'acculturer à ça. On n'est pas assez parano sur le sujet de la sécurité de ses comptes privés, ses comptes entreprises, et donc avec ça, de ses actifs. Voilà. Donc suivez. Moi, je ne suis pas nécessairement capable même de vous en lister comme ça parce que j'essaie d'en suivre un maximum. Parce qu'à chaque fois, je découvre un truc et j'arrive même des fois à partager à mes collègues du service informatique et de découvrir une info qu'ils ne connaissaient pas. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas en suivre un. Il faut en suivre 10 et il faut en suivre 15. Et vous allez voir, les informations ne sont pas redondantes. Ah, ça va vous faire un peu peur parce que là, on va découvrir qu'on est fliqué, qu'on est déjà même peut-être hacké, vérolé, que peut-être votre ordi, à l'instant où vous l'utilisez, si vous n'avez jamais votre antivirus qui a fait ping, c'est que vous êtes de toute manière déjà vérolé. Voilà, ça c'est déjà un truc. Si votre antivirus ne vous a rien signalé, si vous n'avez pas reçu une quelconque alerte depuis les dernières années, vous pouvez partir du principe que votre ordinateur comporte un malware, à minima 1, mais peut-être 10. Et vous êtes aujourd'hui une mule, c'est-à-dire que votre ordinateur sert à autre chose, à votre corps défendant. Voilà. Et ça, il faut que vous soyez acculturé à ça. Voilà. Et après, moi, je ne vais pas partager les poncifs. Moi, sur tout ce qui est crypto, moi, j'écoute la chaîne de mon pote Owen, ça me suffit très bien. Owen Simonin, Hasher, voilà. Ça me va très bien, c'est un confrère à vous. On fait tous un peu le même métier. Après, les chaînes liées à la finance, ouais, ben voilà, on a les Finari et tout ça, qui font un job intéressant. Mais ça, bon, tout le monde connaît en fait. Finalement, c'est assez facile. Suivre les chaînes finance, je dirais, c'est facile. Parce que les gens vont toujours vers les trucs qui vont être entre guillemets un peu sucrés, un peu appétants, un peu flatteurs, qui annoncent qui annoncent les trains qui arrivent à l'heure. On veut de l'opium. Pardon? On veut de l'opium. Ouais, mais oui, mais c'est ça, c'est un peu dommage. Alors qu'il faudrait plutôt écouter les gens qui font pas plaisir. Écoutez les gens qui font pas plaisir. Les gens qui vous rappellent que vous n'êtes pas hyper bon sur certains trucs. Voilà, on a tous le loisir d'être hyper bon sur des domaines d'expertise par ailleurs, etc. Mais là où on n'est pas bon, c'est la cybersécurité. On est tous des tâches, quoi. Et donc là, il faut combler ça, mais ardemment, parce que moi, je le vois trop. Je suis désolé, mais je le vois avec mes clients. Notre population, c'est l'équivalent d'une petite ville de province. Voilà. Et cette petite ville de province, elle a une vie de Français moyens. Et malheureusement, c'est des gens que je vois encore trop, dont je vois les mots de passe sur Internet, sur le dark web. C'est dégueulasse, quoi. C'est dommage pour eux, quoi. C'est dommage pour eux. Voilà.
Donc voilà, c'est mon conseil. Suivez les chaînes cybersécurité. Eh ben, merci Jean-François d'être venu sur la chaîne, d'avoir répondu à nos questions. On invite les personnes à s'abonner et à liker la vidéo. Merci encore Jean-François. Merci pour votre invitation. On a passé un très bon moment ensemble.